Moi, je voulais faire un petit mot d'intro parce que, évidemment, cette session, elle est dédiée à Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, on le sait, c'est une priorité de la feuille de route Ma Santé 2022 qui devient Ma Santé 2027 et pour lequel d'ailleurs la DNS a amorcé un Tour de France qui s'arrêtera en Occitanie le 9 février à Carcassonne de mémoire. Donc, feuille de route évidemment portée par la délégation du numérique en santé dont Jean-Marc est le représentant aujourd'hui et tout l'écosystème, bien évidemment. Alors, un petit rappel rapide, hein, Mon Espace Santé, vous savez, ça a été lancé en début d'année 2022 et ça avait été déployé en phase de test fin 2021 sur 3 départements français, dont la Haute-Garonne. Et c'est à ce moment-là qu'on a notamment déployé la phase pilote des ambassadeurs numériques, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, Mon Espace Santé, aujourd'hui, c'est un très, très, très gros succès. Avec Jean-Marc nous fera tout à l'heure un petit point, avec beaucoup d'ouverture de comptes, ça c'est sûr, mais surtout beaucoup d'alimentation de documents dans le dossier médical, médical partagé donc de Mon Espace Santé. Donc, Dominique Pont l'avait dit en son temps avec Laura, bien sûr, tout ne se fait pas en claquant d'un doigt. Donc, évidemment, il faut laisser autant, oui, il faut que le temps fasse les choses, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que ça avance à la vitesse grand V. Alors, Mon Espace Santé, c'est bien sûr le DMP, la messagerie, plein d'autres choses, mais c'est surtout, et on va parler aujourd'hui, du catalogue d'applications et donc du référencement, avec dans ce référencement un éco-score, et ça c'est extrêmement important, et évidemment un déploiement sur le terrain. Alors, du coup, déploiement sur le terrain, bien sûr, soutenu par les ambassadeurs. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Chevillet, qui est directeur de projet à la délégation du numérique en santé et qui est responsable de tout ce référencement de Mon Espace Santé. Il l'anime et très, très bien. Évidemment, je cite les personnes par ordre de discussion après. Pour la suite, nous aurons Nathalie Baudinière, qui est directrice de programme numérique en santé et sobriété numérique à l'Agence du numérique en santé, qui nous parlera de l'éco-score. Pascal Azema, qui est coordonnateur régional des ambassadeurs, ambassadrices Mon Espace Santé, et qui nous parlera du rôle des ambassadeurs et qui nous dira comment les ambassadeurs vont au plus près de la population pour les aider à intégrer Mon Espace Santé. Et Renaud Lefebvre, qui est directeur du département accompagnement, proximité, innovation et qui est aussi directeur Ségur numérique DG par intérim du grade e-santé Occitanie, nous dira comment tout cet écosystème fonctionne en région et tous les liens qu'on a tissés ensemble. Alors, du coup, si vous êtes d'accord et si Grégoire, tu veux rajouter quelque chose, pas de souci. Sinon, on donne la parole à notre premier interlocuteur, qui est Jean-Marc. Grégoire. Allons-y, allons-y, hein. Bonjour à tous, mais je ferai la conclusion. Et tout à fait. J'ai hâte de vous entendre, donc à tout de suite. Eh bien, merci Jean-Louis pour ces quelques mots d'introduction. Merci aussi pour l'invitation, hein. C'est toujours un plaisir d'intervenir aux côtés de Digital 113 avec tout le dynamisme qu'il peut y avoir dans votre belle région. Et puis bonne année parce que c'est encore le moment, donc on en profite, hein. C'est aussi le plaisir de ces interventions au début d'année. Effectivement, donc je vais vous partager un petit état d'avancement donc de Mon Espace Santé, un focus sur le catalogue de services, et puis je finirai par quelques mots sur la stratégie et la feuille de route 2027, puisqu'on est reparti pour un tour à tous les sens du terme et de façon très pratico-pratique sur le tour des régions. On sera très prochainement dans votre région. On était hier en Centre-Val de Loire. Semaine prochaine à Lille. Après, on part visiter nos amis des DOM-TOM. Voilà, donc on parlera aussi de ces sujets-là. Du coup, alors je m'entends, il y a un écho. Donc sur le référencement et d'abord sur le catalogue. Le catalogue, effectivement, c'est parti. Enfin, le catalogue, Mon Espace Santé, pardon, c'est parti, c'est bien parti. 98% des Français disposent d'un profil Mon Espace Santé avec des taux d'activation qui augmentent continuellement.
On en reparlera avec 80 000 activations par semaine. Et surtout, les gens reviennent régulièrement, ce qui est pour nous un indicateur très important. On va au-delà du simple intérêt, curiosité, j'active et je ne reviens pas. Voilà. Sur la partie alimentation, on en parlait aussi rapidement. Eh bien, on voit que là aussi, c'est bien parti, hein. Alors que finalement, les moteurs de la fusée ne sont pas complètement allumés. C'est-à-dire qu'on est en plein déploiement de la vague 1 du Ségur, qui a plutôt pour objet l'alimentation du DMP. Et même en n'étant pas au bout de cette vague 1, on voit déjà une courbe qui n'a rien à voir avec ce que ça a pu être les années précédentes. Donc on voit que la stratégie mise en œuvre commence à porter ses fruits et que les efforts collectifs de l'écosystème, du ministère, des équipes en charge de l'instruction des sujets, finalement commencent à être couronnés de succès. On voit aussi sur la courbe que ça reste fragile, finalement un petit peu comme une start-up. On peut avoir encore des petits écueils. On le voit, hein, 3 petits décrochages sur la fin d'année 2022, avec un petit bug éditeur qui a posé des difficultés, un arrêt temporaire de CIDEP là aussi, la grève des biologistes qui ont arrêté d'alimenter. Donc on voit finalement que rien n'est acquis, que le fond, le pari, il a tout pour être gagné, mais qu'il faut redoubler d'efforts. Du coup, je vous le disais, on a un bon taux d'activation, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que finalement, les gens l'utilisent. Et là, les premiers chiffres qu'on a sont extrêmement encourageants, avec 26% des utilisateurs qui remplissent leur profil médical. Chacun à sa façon, on a tous une bonne raison de le faire, et surtout 35% des utilisateurs qui reviennent d'un mois à l'autre sur l'application. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important et en lien avec ce que je vous disais sur la slide précédente, alors que finalement, il y a encore peu de documents qui remontent par rapport au potentiel et à ce qu'on en attend. Voilà. Donc, et puis on voit encore une fois, vous savez qu'on est très attaché au DomTom, hein, qu'on traite comme tout le monde aussi bien, et c'est vraiment important qu'il soit dans la même dynamique. Et ce petit message qui nous est remonté de quelqu'un de Guadeloupe et qui avait été opéré à Toulouse. Voilà, donc on voit aussi la continuité des soins sur des gens qui voyagent d'une région à l'autre. Également sur la partie échange de messages, là aussi, on voit que ça monte en flèche. Et c'était aussi un pari, hein. Je vous rappelle que l'enjeu pour nous, c'est dégager, vous me permettrez l'expression, les Gmail et tout ce genre de boîtes qui ne sont pas conformes à un usage médical. Sur la partie catalogue, et là on va descendre un petit peu plus dans le détail. Donc, ouverture au mois de novembre. Aujourd'hui, donc, on a 18 apps qui sont référencées. Les prochaines à venir lors de la prochaine commission. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est la file active. Avec plus de 200 entreprises qui, à un moment, ont fait acte de candidature, acte d'intérêt, et donc sont engagées dans la démarche. On est très attentif au déroulé des premiers mois. On est parti dans un retour d'expérience et on va adapter un petit peu le programme sans échange, le parcours sans échange, notamment sur des questions de RGPD, sur des questions de sécurité aussi, puisqu'on a un socle commun et on voit qu'aujourd'hui, sur les applications type bien-être, prévention sans échange, c'est pas complètement adapté parce qu'il y a un niveau d'exigence qui n'est pas forcément en rapport avec l'usage. On a mis la barre un tout petit peu haut, hein, pour résumer. Et donc, dans les tout prochains jours, on va publier un nouveau parcours fin janvier, début février, pour les apps qui font prévention, bien-être sans échange. Voilà. Je dirais que ça va être un parcours adapté. Donc, on ne baisse pas du tout le niveau d'exigence. C'est juste qu'on le met en rapport avec la destination de ces applications. Également, à venir sous peu, la publication des spécifications des API avec échange. Donc là, c'est l'autre bout, hein, du spectre. C'est la cible, hein. Je vous rappelle que mon espace santé, c'est le carnet de santé du citoyen qui a vocation à contenir toutes les données et donc à échanger avec les applications référencées. On est en train de faire les derniers réglages sur la partie sécurité. On est au bout du chemin. Donc, il y a la partie API, il y a la partie également exigences et critères qu'on devrait aussi publier d'ici la fin du mois. Et donc, on vise une ouverture du catalogue avec échange mi-2023 et une ouverture du guichet qui permettra de référencer les premiers acteurs avec échange au mois de mars. Voilà. Donc, ce planning aujourd'hui, il est
Il est assez fiable, on a de bonnes certitudes, et ce qui correspond à l'engagement qui avait été pris par monsieur le ministre au mois de novembre, et Thomas Fatom, directeur général de l'ACTEM, qui s'était engagé à l'ouverture des échanges avant la fin du premier semestre. Voilà sur ce petit point de situation du catalogue. Là aussi, c'est bien parti. On a des retours extrêmement positifs, à la fois sur la diversité des applications, même si elles ne sont pas encore très nombreuses, et sur la promesse que ça porte pour la suite. Sur la partie critères, puisque un certain nombre d'entre vous ont vocation à être référencés. Je vous rappelle quelques critères. Alors, pour ceux qui ont déjà vu des présentations, c'est des redites, mais c'est quand même important de le rappeler. Pour nous, il y a 3 grands axes, 3 objectifs. D'abord, c'est de fournir un gage de confiance aux usagers dans le choix des services numériques. Voilà, moi-même, je suis, avant d'être un agent du service public engagé pour l'intérêt général, je suis aussi un usager citoyen. De temps en temps, avec mes enfants aux urgences pour des petits bobos, et j'ai envie d'avoir confiance dans tout ça, et j'ai besoin d'avoir confiance. Donc, c'est ce qu'on vous doit. Et au travers donc des critères de référencement, c'est ce qu'on cherche avant tout à obtenir de la confiance. Également, sur la partie convergence vers la doctrine. Quand on parle d'échange de données, il faut être d'accord sur les formats. Et donc, cette doctrine qui nous précise les formats, en mettant en place le catalogue avec échange, on va aussi avoir des trajectoires de convergence pour que tout le monde, finalement, adopte les mêmes formats pour pouvoir échanger efficacement. Et ça, de façon progressive. Il n'est pas question de mettre la barre tout de suite à 6 mètres que personne ne la passe. L'idée, c'est d'y aller progressivement, et donc les critères vont évoluer progressivement, notamment sur les normes d'interopérabilité. Quelques aspects purement pratiques, le portail éditeur. Et je vous rappelle que le renouvellement, le premier, il est valable 3 ans au total, avec une première période d'1 an et un renouvellement qui, normalement, si les choses se sont bien passées, et il n'y a pas de raison qu'elles se passent mal, est effectif. Voilà, donc c'est un investissement au départ, certes, mais c'est quand même pour des choses qui durent et qui sont assez fondatrices. Également, là aussi, je vous rappelle les 2 parcours. Alors, le premier, sans échange, donc on est en train d'adapter pour qu'il soit un petit peu plus en phase avec les attentes sur les applications qui n'échangent pas de données. Et le deuxième parcours, lui, qui est plus touffu, notamment sur les questions de sécurité avec une exigence de preuve, également sur des questions RGPD, où on va faire un certain nombre de vérifications sur la IPD, entre autres, et donc qui est tout simplement en rapport avec le service proposé, puisque c'est quelque chose d'unique. Ça permettra à des applications privées référencées dans un catalogue d'échanger avec une plateforme de l'État. Je ne m'étends pas sur la menace cyber, je crois qu'on la connaît tous, on la partage tous. Et donc, c'est aussi pour répondre à ces considérations-là qu'on fait preuve d'une grande exigence sur ces critères-là. En pratique, comment ça se passe? On commence par vérifier la doctrine du numérique en santé au moment du dépôt. Et donc là, il suffit d'aller dans Convergence. Donc, on a un parcours, on a tout un tas de questions qui permet de mesurer sa maturité et donc si on est en capacité d'être référencé. Une fois qu'on sait qu'on est en capacité, il y a une évaluation de la demande de référencement. Et donc là, on va rentrer dans l'épreuve, et notamment sur la partie RGPD, et plus particulièrement sur la question du risque de transfert hors Union européenne, mais également sur l'épreuve de sécurité, ce qui va arriver là. Après, de mon côté, il y a consolidation d'un rapport que je présente à la commission, qui est composée d'experts complètement indépendants, qui nous challenge bien, et c'est ce qu'on attend d'eux. Donc, on est vraiment dans des discussions passionnées et passionnantes, en tout cas avec un gros niveau d'exigence quand on arrive avec les dossiers en commission de référencement. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie dossier. Pour les gens qui vont faire de l'échange, il y a la réalisation des tests techniques avec un suivi. Et donc, pour être référencé, il faut un avis favorable de la commission. Bien entendu, le feu vert sur la partie test technique et à la fin, une décision de référencement du ministre qui suit normalement l'avis de la commission avec encore une fois la réalisation des tests techniques pour la partie avec échange. Et une fois ceci fait, on pourra se trouver dans le catalogue avec toutes les autres apps déjà référencées. Voilà pour la partie catalogue. S'il y a quelques questions, je veux bien les prendre tout de suite. J'ai été assez rapide pour avoir un tout petit peu de temps sur la partie stratégie feuille de route 2027. Mais s'il y a quelques questions, je peux les prendre tout de suite.
Alors, j'ai vu. Activez vos Super. micros si Merci, vous voulez merci. poser la question. Merci pour Philippe. Je suis en train de consulter le chat en même temps. Voilà, on essaye vraiment, dans la philosophie de ce qu'on fait, d'être à disposition des éditeurs, des entreprises. On est dans une démarche inclusive. Voilà, on est là pour faire monter les gens en compétences, on est là pour accueillir tout le monde. On n'est pas du tout là pour sélectionner, c'est pas du tout ce que j'attends des équipes qui instruisent les dossiers. Et c'est vraiment pour nous une question de philosophie. Au fond, ce qu'on veut, c'est offrir le plus de services possible aux citoyens. Et donc, on veut référencer le plus d'applications possible. Confirme. Ce n'est pas indolore comme procédure, mais merci pour votre bienveillance et votre accompagnement. Moi, Parfait. Jean-Louis, je ne sais pas si on m'entend, je voulais témoigner aussi parce que c'est important. On est en cours de référencement avec Bot Design et j'avoue qu'on a eu un travail très structuré, soutenu. Ce n'est pas fini encore, hein, mais avec Jean-Marc et beaucoup d'aide. Et on reviendra après sur les co-scores aussi. Donc, vraiment une très belle dynamique. Alors, on sait que les exigences sont fortes, mais je rappelle que l'idée de Mon Espace Santé, ça a été aussi de mettre en place une solution pour donner confiance à la population. Et donner confiance à la population, ben, c'est de la sécurité, c'est de la co-construction, c'est de l'éthique, co-construction avec les professionnels de santé, c'est de l'éco-score. Et donc, évidemment, ben, derrière, on doit amener des applications qui satisfont à ces critères. Donc, ce n'est pas simple, mais en tout cas, on est bien aidé. Super. Voilà. Et du coup, on se projette faire 2027. Après cette première feuille de route qui visait à vraiment mettre en place, suivant la stratégie de l'État plateforme, les conditions pour réussir. Donc, on a eu un travail essentiellement technique sur le Ségur qui permet de faire les premiers déploiements aujourd'hui, sur Mon Espace Santé qui a permis l'ouverture. Maintenant, on se projette vers les usages. L'idée, c'est vraiment que tout ça rende service. Nous, on rende service sur 4 principaux axes. Je ne rentrerai pas dans le détail. Le détail, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, on vous le présente lors des étapes du Tour des régions. On y passe à peu près 3 heures. Je pense que si là, j'étais parti pour 3 heures, Jean-Louis, je ne serais pas super content. Donc, je vous présente les 4 axes. Et puis voilà, ceux qui veulent approfondir peuvent soit contribuer directement sur le site, soit venir nous rencontrer. Et le mieux, c'est en présentiel. Du coup, le premier axe, c'est développer la prévention et rendre chacun acteur de sa santé. On l'a dit, 98% des citoyens ont un carnet de santé numérique à portée main. C'est un changement radical. On a un gros focus sur la prévention. Ça doit devenir un objet de la vie quotidienne et tout ce qui est innovation qui vont émerger dans le champ de la santé numérique, ça doit garantir aux Français un accès rapide aux solutions qui ont fait la preuve de leur intérêt pour la santé. Voilà. Et donc, vous avez quelques petites actions que je ne détaillerai pas, et puis après, je vais juste vous présenter les 3 axes suivants. Mais sur cet axe de la prévention, on a 5 actions. C'est de faire entrer Mon Espace Santé dans nos vies quotidiennes, et on voit que ça commence, on voit qu'on va y arriver. L'idée, et c'était aussi ce qui a été détaillé et présenté par M. le ministre la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus exactement, c'est de faire de Mon Espace Santé un outil de prévention, et c'est l'avis rendu par le comité citoyen. Vous pouvez consulter tout ça sur Internet. On a réuni une trentaine de citoyens en les faisant travailler, phosphorer, et qui nous ont émis plein de recommandations. Mais en tout cas, la ligne directrice, c'est Mon Espace Santé doit pousser de la prévention, sauf opposition du citoyen. Donc, on est dans une logique d'opt-out, si vous me permettez l'anglicisme, où on va faire de la prévention, sauf le citoyen, l'usager ne le souhaite pas. Et donc, du coup, on va rendre chacun acteur de sa santé. L'idée aussi, vous le savez, on y est très attaché, c'est de laisser personne au bord du chemin. Il faut accompagner tous les citoyens. Il y a toutes les questions de fracture numérique. Et ça parlera certainement aux startups qui sont là avec nous. La question de l'innovation doit aller au service de cette prévention. Les 3 autres axes, et je ne détaillerai pas les actions. Voilà, donc je vous aurais fait un bon teasing et je vous aurais donné envie de venir nous voir. La deuxième grande priorité, c'est de dégager du temps pour tous les professionnels de santé et pour améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique. On le voit encore, on le voit au moment du Ségur Vaguin. Quand on déploie des outils numériques, parfois c'est source de complexité. Et ça, il faut arriver à l'inverser d'une façon ou d'une autre et on va y arriver. Donc, on a quelques actions pour ça. Du coup, sous-jacent, il y a la question et l'axe de l'accès à la santé. Là, on va beaucoup parler de télésanté, de structuration de la télésanté. Il ne vous a pas échappé qu'on avait
publié 2 décrets juste avant la fin de l'année, le 30 décembre, qui va permettre le passage dans le droit commun de la télésurveillance et plus généralement des dispositifs médicaux numériques. On est le premier pays en Europe à avoir un programme de ce type qui va permettre de rembourser directement ces dispositifs et leurs usages. Voilà. Donc ça rentre dans le champ de l'accès à la santé. Également, dans le PLFSS, un article de loi, l'article 53, qui vise à la reconnaissance, mais aussi quelque part au contrôle des sociétés de téléconsultation. Et on s'attelle maintenant au décret. On y passe 2 heures demain sur le début de la mise en place du décret qu'on devrait prendre dans les prochains mois. Voilà pour l'accès à la santé. Et l'axe 4, le cadre propice. Donc là, on va parler d'éthique, d'éco-score, et puis ça fera une transition toute trouvée pour Nathalie ensuite. On va aussi beaucoup parler de cyber, parce que le cadre propice, c'est la sécurité, et le cadre ne sera pas propice si on n'arrive pas à garantir un bon niveau de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est les 4 axes qu'on déploie dans la feuille de route 2027, avec une petite vingtaine d'actions qui seront détaillées dans la feuille de route et lors des étapes du tour. Voilà ce que j'avais à vous faire sur les 20 premières minutes de ce webinaire. Comme proposition, là aussi, s'il y a des questions, j'y réponds bien volontiers avant de passer la parole à Nathalie, il me semble, qui est la suivante, et puis en espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors d'une des étapes du tour auquel je participe. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Marc à ce stade-là? Ok, je propose qu'on embraye avec Nathalie, parce qu'on aura sûrement des questions plus globales après. Nathalie, c'est à toi. Merci. Merci. À toi, Nathalie. Merci, bonjour à tous et bonne année. Merci. Alors, je vais essayer de tenter de présenter mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran de façon complète? Oui? Oui. Je suppose que oui. Donc, merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de présenter ce sujet. Et puis, merci pour la transition faite tout à l'heure par Jean-Marc avec ce sujet. Alors, j'ai 20 minutes. Je vais essayer d'aller vite pour qu'il y ait quelques questions-réponses et puis surtout pour qu'il y ait une petite démonstration de l'outil EcoScore qu'on met à disposition des éditeurs d'applications web et mobiles de santé. Alors, juste en introduction, ce sujet, si on l'avait présenté il y a 5 ans encore, ou plus encore avant, il aurait surpris tout le monde. C'est vrai que la transition écologique n'était pas encore vraiment à la mode ni médiatisée. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le sujet est étudié, de l'impact environnemental, globalement de la santé ou du numérique, c'est quelque chose d'étudié. On parle beaucoup de dérèglement climatique, c'est étudié, c'est médiatisé. Donc, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui de parler de ce sujet-là. Et on sait que le dérèglement climatique est un vrai défi pour la santé dans les années à venir, notamment avec l'afflux de patients que ça pourra engendrer dans les établissements de santé et de soins. L'OMS nous donne, par exemple, un chiffre, si on doit garder en tête un chiffre sur ce sujet-là. L'OMS nous dit qu'entre 2030 et 2050, le changement climatique entraînera 250 000 décès supplémentaires par an au niveau mondial, donc ce n'est pas négligeable. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la santé contribue à ça. Et c'est pour ça qu'on est concerné, à double titre, par ce sujet-là. La santé contribue à ce dérèglement climatique via les émissions de gaz à effet de serre, du système de santé globalement et du numérique. Alors, on n'a pas beaucoup de chiffres sur cette contribution. On en a un peu plus récemment via des sociétés expertes qui réfléchissent au sujet et qui nous disent, par exemple, le Shift Project nous a dit récemment que le système de santé représentait 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. On sait aussi, c'est eux-mêmes qu'on dit ce chiffre, que le numérique, mais tout secteur confondu, représenterait 3,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est encore des chiffres un petit peu globaux, donc on n'a pas beaucoup de précision, mais on voit que ce n'est pas négligeable et en santé encore moins en vertu du principe de non-malfaisance qui nous oblige à considérer les effets délétères du numérique en santé sur la santé humaine. Et c'est ce qui nous a amené en 2019 à créer un groupe de travail qui s'appelle Sobriété numérique et développement durable dans le cadre de la cellule éthique
qui est piloté par Brigitte Serroussi à la DNS. Donc, ce groupe de travail, au début, se constituait sur la base d'experts, de représentants des industriels, de représentants des professionnels, des établissements et des patients. Et puis avec des experts, parce qu'on ne connaissait pas vraiment le sujet, donc il nous a fallu un petit peu de temps pour monter en compétences et puis pour publier un premier rapport sectoriel sur le sujet pour sensibiliser l'écosystème, sensibiliser tous les patients également, les professionnels, les éditeurs, les acteurs et les industriels qui travaillent sur ce sujet-là. Et puis, on s'est fixé 2 autres objectifs, et là, j'en viens à la fin de ma conclusion un peu longue. Premier objectif, c'était de fournir à l'écosystème des outils leur permettant de se situer dans cet impact environnemental, de savoir quelle était la contribution des éditeurs notamment et des solutions dans ce dérèglement climatique, dans les émissions de gaz à effet de serre et dans toute l'empreinte du numérique, l'empreinte environnementale du numérique. Et c'est ce qui nous a amené à proposer cet outil EcoScore. Donc, je vous parlais de 2 objectifs. Donc, 2 objectifs qu'on s'était fixés au début du groupe de travail. Dans ces 2 objectifs, il y avait un EcoScore pour les applications web et mobiles de santé, que je vais vous présenter tout à l'heure et qui rentre dans les critères de référencement des applications dans mon espace santé. Et le deuxième objectif, c'était également un calculateur, mais cette fois réservé aux éditeurs des solutions, ou en tout cas aux acteurs des systèmes d'information hospitaliers et d'information dans les établissements au sens large. Et ça, c'est un autre service qu'on est en train qui est conçu et qu'on est en train d'améliorer et en phase pilote, on va dire. Alors, pour l'EcoScore, je vous propose de vous présenter les grands principes du service et puis ensuite de passer à quelque chose de plus pratique qui pourra vous intéresser, j'espère, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui à écouter ou qui pourront écouter en replay, qui est une phase un peu plus pratique, comment ça se passe en pratique quand on veut calculer son EcoScore. Et puis, j'enchaînerai sur quelques mots sur les résultats que fournit le service EcoScore et qui peuvent aider l'éditeur à améliorer l'empreinte environnementale de sa solution. Et n'hésitez pas à réagir ou à poser des questions. On est suffisamment peu nombreux, je pense, pour que ça puisse se faire facilement. Alors, au niveau des principes, ça on l'a déjà dit, le service il a été conçu pour rentrer dans une démarche générale de qualité par rapport à cette empreinte environnementale, où on commence par mesurer, on identifie des pistes d'amélioration, on les applique, et puis on mesure à nouveau pour évaluer la progression, puis comme ça dans une boucle vertueuse. Il existe depuis avril dernier, ce service EcoScore. Il est mis à disposition, bien sûr, gratuitement des éditeurs d'applications web et mobiles de santé. Et comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, l'utilisation et la mesure de cet EcoScore est un des critères pour que l'application soit référenciée dans le catalogue de services de mon espace santé. Je vous montrerai tout à l'heure un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Mais avant, quelques principes de fonctionnement de cet outil. On a souhaité mettre à disposition un outil qui soit suffisamment robuste et d'un point de vue technique et d'un point de vue méthodologique, en s'appuyant sur des méthodes classiques et normalisées de calcul de l'impact environnemental. Donc, l'outil utilise des principes d'analyse de cycle de vie qui ne sont pas compatibles avec les normes ISO 14040. Ça, c'est important parce que ça va permettre d'avoir des résultats qu'on peut ensuite utiliser dans des démarches RSE, par exemple, qui peuvent être comprises par des personnes qui travaillent sur ces problématiques-là. Au niveau de ce que va prendre en compte ce calcul d'impact, on va prendre en compte tout ce qui est impact de la fabrication et de l'utilisation des équipements qui sont impliqués dans le service, depuis le terminal que l'utilisateur a en main jusqu'au serveur en passant par tous les équipements réseau. C'est important d'avoir ça en tête.
Bien sûr, on fait des hypothèses pour certaines choses, puis pour d'autres, on va être plus fin. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça a un impact sur la façon dont ça se passe après, quand on fait les mesures en tant qu'éditeur, c'est que ce calcul d'éco-score et d'empreinte environnementale, il va se baser sur des mesures. C'est ce qui distingue aussi cette solution par rapport à d'autres solutions du marché, qu'on peut trouver sur Internet, par exemple. C'est-à-dire qu'on va réaliser des mesures, un certain nombre de mesures, consommation de batterie, les échanges de données, les temps de réponse, par exemple, c'est les 3 mesures phares. On va réaliser ces mesures pendant l'utilisation de l'application sur un scénario représentatif d'une application, d'un usage classique de l'application de l'éditeur. Donc, ces mesures, elles vont être prises comme ça pendant qu'on utilise l'application. Et c'est à partir de ces mesures qu'on va en déduire un éco-score. Donc là, c'est ce que j'explique ici sur la partie de droite. On va en déduire donc un éco-score et des scores détaillés et des scores, des indicateurs d'impact environnementaux plus usuels qu'on a plus l'habitude de manipuler, que sont l'utilisation de l'eau, la consommation de terre et bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, qui est l'indicateur le plus connu en matière d'impact environnemental. Tout ça va nous permettre d'avoir quelque chose de reproductible dans le temps, c'est-à-dire l'éditeur pourra, s'il le souhaite, revenir sur l'outil EcoScore, refaire une mesure après avoir, par exemple, réalisé des démarches pour améliorer l'impact environnemental de son application, il pourra revenir, refaire des mesures et avoir de nouveaux résultats pour voir son évolution. Ça, c'est également important de le souligner. Alors, en pratique, comment ça se passe? Donc, en pratique, aujourd'hui, on met l'outil à disposition de tous les éditeurs qui sont candidats au référencement dans le catalogue de services de Mon Espace Santé, voilà, sans distinction. On le met à disposition au moment où ils le souhaitent, c'est-à-dire on conseille d'anticiper le calcul de l'éco-score, parce que ça peut prendre un peu de temps. Hein. Les résultats sont assez poussés et présentent un degré de fiabilité. Tout ça, ça a un prix, et le prix, c'est y passer un petit peu de temps, je préfère le dire. Donc, autant anticiper. Du coup, le service, il est mis à disposition dès que l'éditeur souhaite, même s'il n'a pas encore été regardé dans Convergence, les différents critères de référencement à Mon Espace Santé, il peut anticiper ce calcul de l'éco-score sans souci. On conseille également de mobiliser un profil technique pour réaliser ce calcul, parce qu'il va falloir à un moment donné, je vous le montrerai très rapidement, décrire le parcours de l'utilisateur dans l'application. Et pour ça, cette description nécessite d'avoir quelques compétences, soit de développeur, soit d'automatisation des tests. Ça se passera beaucoup mieux et avec beaucoup plus de fluidité si c'est un profil technique qui est mobilisé. Pour la durée, donc, on préfère dire que les calculs les plus rapides ont pris entre 1 à 2 semaines, le temps que les équipes au sein de l'éditeur se mettent d'accord sur le parcours, formalisent ce parcours et prennent la mesure. C'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper et pas s'y prendre, bien sûr, 1 semaine avant de déposer son dossier de candidature. Important également, aucun seuil n'est exigé dans les critères de référencement de l'application dans Mon Espace Santé. Il faut juste avoir un résultat. Nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas montrer du doigt les applications qui auraient un score un peu plus faible. D'abord, on n'a pas assez de recul aussi pour dire quel serait le score à atteindre. On veut juste sensibiliser et puis fournir aux éditeurs la possibilité d'avoir quelques métriques, quelques informations qui leur permettent de mener des démarches d'amélioration, des démarches de réduction de l'impact si elles le souhaitent. Donc, aucun score n'est exigé, aucun seuil n'est exigé. Et puis également à savoir, il y a tout un tas de choses dans l'outil EcoScore et autour de l'outil qui permettent d'être aidés, d'être guidés, de ne pas bloquer sur un point si on en rencontre un, de poser une question. Donc, il y a une messagerie instantanée, des points réguliers de questions-réponses, des démonstrations tous les mois, et puis voilà, toute une petite
équipe réduite, mais dont moi-même, qui peut répondre aux questions à tout moment, si besoin. Alors, je rentre un petit peu dans les détails pour vous donner une idée de la façon dont ça se passe et démystifier un petit peu ce calcul de l'éco-score. Donc, l'éco-score, il va s'appuyer sur des mesures qu'on va prendre pendant qu'on utilise l'application. Cette utilisation, elle va être automatisée. Donc, ce qu'on va demander à la personne qui calcule l'éco-score, c'est dans une première étape de décrire son application très rapidement, mais de l'enregistrer surtout dans le portail éco-score. Deuxièmement, c'est cette étape-là de décrire le scénario, donc le parcours de l'utilisateur dans l'application. Ça, c'est ce qui prendra le plus de temps, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, de lancer des mesures. Et à partir de ces mesures, de façon relativement instantanée, on aura l'éco-score et puis tous les indicateurs d'impact. Je vais faire un petit zoom sur cette partie qui est peut-être un peu la plus délicate, mais qui est le garant d'un éco-score qui apporte une information et qui va vous donner des informations détaillées sur l'impact de votre application, là où vous pouvez vous améliorer par la suite. Donc, cette étape consiste à décrire le parcours de l'utilisateur au travers des fonctionnalités les plus représentatives de l'application. Donc, on va définir un petit scénario au fur et à mesure duquel on va prendre des mesures. Donc, par exemple, tout simplement, nous, on a mesuré l'éco-score du portail éco-score. C'est-à-dire, on a calculé l'éco-score de notre propre service. Donc, typiquement, une application, elle va avoir un enchaînement d'écran, que ce soit sur le web ou sur le mobile, et d'interaction entre l'utilisateur et l'application. On va découper notre scénario en étapes, une étape étant une interaction unitaire entre l'utilisateur et l'application. Par exemple, je clique et j'ai une nouvelle vue qui s'affiche, ou je saisis des informations dans un formulaire, ou je prends connaissance d'une vidéo ou d'une page ou d'informations qui sont un peu plus riches et qui doivent nécessiter du temps de prise en compte. Chacune de ces étapes, je vais les décrire dans un petit langage très simple. Donc, je vais les décrire les unes après les autres. Je clique, je lis, je saisis des informations dans un formulaire, je reclique. Et une fois que ce petit scénario va s'exécuter automatiquement, il y a un calcul automatique, mais des mesures automatiques qui vont se faire d'énergie, de performance, de données transférées, qui vont nous permettre ensuite de calculer automatiquement, ça c'est le portail qui le fait, le portail EcoScore, de calculer automatiquement l'éco-score et les indicateurs d'impact environnemental que voici. Donc là, je montre très rapidement, je pourrais vous montrer sur l'application, ce sera peut-être un peu plus, je vais peut-être basculer directement d'ailleurs. J'arrête juste le partage pour retrouver le service. Je vous le montre. Ce sera plus intéressant de le voir sur l'application plutôt qu'à partir de slides. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Ici, je suis sur le service EcoScore. J'ai une page assez simple qui se présente avec un petit menu à gauche. Sur ce menu, je vois ici une entrée processus. C'est ce qui me permet de calculer mon EcoScore et qui me guide pas à pas à travers ce que je dois réaliser pour arriver à mon EcoScore. Donc, on est très bien guidé. Il y a tout un tas soit de vidéos dans certains cas pour apprendre en quelques minutes, soit de texte pour être guidé pas à pas. Au fur et à mesure que je réalise une étape, je passe à la suivante. Donc là, je ne vais pas lire la vidéo. Voilà, jusqu'au calcul de mon EcoScore. Une fois que j'ai calculé mon EcoScore, je retrouve le résultat dans ce menu-là, EcoScore. Donc moi, je vais vous montrer le résultat de l'EcoScore de mon portail EcoScore. Je retrouve dans ces résultats mon EcoScore ici. Plus on s'approche de 100, c'est quelque chose sur 100. Donc, c'est un indice.
à savoir. C'est un indice à la manière de l'indice d'efficacité énergétique des appareils électroménagers, par exemple, pour comprendre facilement. Ici, on a un indice aussi, c'est-à-dire que c'est ramené à quelque chose d'unitaire, c'est normalisé, ce qui permet de comparer les applications, de même nature, bien sûr, les unes entre les unes des autres, quel que soit finalement le temps qu'on passe sur l'application ou différentes étapes que l'on peut parcourir. C'est un indice sur 100. Plus on s'approche de 100, mieux c'est. Plus on s'en éloigne, moins bien c'est. Et ça donne une indication de en quoi, finalement, mon application est sobre d'un point de vue impact environnemental. Ce score se décompose en 3 sous-scores, si on peut dire. Un qui renseigne sur la performance de mon application, l'énergie et les données mobiles. Alors, pourquoi ces 3 scores? Parce qu'en fait, ces 3 scores, ça nous renseigne sur les facteurs d'impact environnemental de l'application, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine de l'impact environnemental de mon application. Alors, l'énergie, on va commencer par l'énergie. L'énergie, ça traduit en fait la pression du logiciel sur la batterie et donc sur la tendance à renouveler le terminal de l'utilisateur, que ce soit essentiellement un terminal mobile. La performance, elle, va renseigner sur la part de l'usage de l'application sur l'usure de mon PC ou de mon mobile, donc le terminal qu'utilise l'utilisateur. Et les données mobiles, elles, vont traduire la façon dont l'utilisation de l'application va engendrer un impact environnemental de la part des autres équipements, les équipements réseau et les serveurs. Donc, parce qu'il faut toute cette chaîne pour rendre le service. Et donc, on va pouvoir voir, et je finirai là, sur le détail ensuite, on va avoir un détail de chaque score étape par étape de mon application, ce qui va me permettre de voir quelles sont les étapes les plus gourmandes. Est-ce que c'est telle page? Est-ce que c'est la saisie dans tel formulaire? Est-ce que c'est le clic ou l'upload de tel document ou le download de telle vidéo, le streaming de telle vidéo ou de telle image? Donc, je vais pouvoir avoir dans les détails le type d'impact. Est-ce que c'est un problème de performance, d'énergie ou de données transférées, donc le type d'impact de facteur, et les étapes les plus consommatrices, ce qui me permettra de cibler mon action si en tant qu'éditeur, je souhaite ensuite avoir une démarche d'amélioration de l'impact de mon application. Je vais revenir quelques secondes avant d'arrêter sur la présentation. Donc, du coup, je vous ai raconté ça et ça. Juste pour vous donner quelques liens sur des rapports, des études, si vous souhaitez creuser ce sujet de l'impact environnemental des applications de la santé de façon générale et du numérique. Et puis, je termine par les mots de Dominique Pont et Laura Letourneau, qui rappelaient qu'agir sur la prévention des maladies et sur la santé, ça passe par la diminution de notre empreinte carbone, et qui rappelait bien sûr que la solution, ce n'est pas de limiter le recours au numérique. On n'est pas là au moment où du Ségur, du développement de mon espace santé, on n'est pas là pour diminuer l'usage du numérique en santé, mais pour faire en sorte que cet usage ait le moins d'effets délétères sur notre santé et le moins d'impact environnemental. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Nathalie, c'est très très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions en effet? Alors, je regarde. Moi, j'aurais une question à vous poser. Oui. Est-ce que les personnes peuvent se présenter? Du coup, c'est sympa. Oui, bonjour, excusez-moi. Moi, je suis alternant chez Cartech. C'est une petite start-up à Toulouse. Je suis en marketing et on est actuellement en train de travailler sur une application qui n'est pas encore disponible, mais qui devrait l'être au cours de l'année et qui va aider les personnes âgées potentiellement dans leur chute. Et je ne sais pas si je peux en décrire beaucoup plus parce qu'on est sous certains brevets et je
pas spécialement le mieux placé pour en dire plus, donc je ne sais pas s'il faut que je présente plus le produit. Non, 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 c'est pas le lieu. Posez votre question. Ok, très bien. J'aurais voulu savoir quel score est considéré comme insuffisant pour pouvoir postuler au référencement. Il n'y a pas de seuil. Tout D'accord. score est un bon score. C'est-à-dire que d'un point de vue du référencement dans mon espace santé, il n'y a aucun seuil à atteindre particulier. Tout score est bon dans le sens où on veut favoriser ces démarches, la sensibilisation à l'impact environnemental et donc calculer son éco-score, c'est déjà un bon résultat. Ok, Voilà, d'accord. il n'y a pas de seuil. D'accord, je vous remercie. Nathalie, juste pour être très pragmatique, comme on l'a été là tout au long du webinaire, demain matin, une start-up décide de lancer la démarche EcoScore. Elle écrit à qui? Elle fait quoi? Oui, alors on est en train de s'interfacer avec Convergence pour que toute personne qui aurait un compte dans Convergence puisse accéder à l'EcoScore sans rien demander et ce sera automatique et ce sera bien pour tout le monde. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez un compte pour utiliser le service EcoScore, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire soit en m'envoyant un mail, soit en envoyant un petit message dans le chat du service EcoScore en disant « Je suis éditeur de telle solution, je voudrais un compte ». Et je vais vous indiquer tout de suite, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait, l'URL du service EcoScore dans le chat. Et du coup, Nathalie, pendant que tu fais ça, si les personnes ont des questions, Oui. est-ce qu'il y a une présentation qui est à disposition ou est-ce que tu disais tout à l'heure que vous étiez une équipe mais pas bien grosse. Donc du coup, s'il y a des questions, comment on fait? Alors, s'il y a des questions, plusieurs façons. Soit m'envoyer un mail ou à mes collègues, sachant qu'à partir du moment où vous avez un compte, on vous envoie un petit mail de bienvenue avec toutes nos coordonnées pour que vous puissiez ensuite interagir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le petit chat, la messagerie instantanée dans le service EcoScore, dans le portail. Et là, vous pouvez interagir en temps réel également, poser toutes vos questions. Et puis, on organise, soit sur demande des éditeurs, quand il y a besoin, des points individuels, soit des points collectifs. Ça, c'est très régulier, plusieurs fois par mois. Session de questions-réponses ou démonstration. Enfin, on s'adapte aux personnes qui sont présentes lors de ces petites réunions. Voilà. Ok, donc ça, c'est une réponse très concrète et on voit que comme pour Jean-Marc tout à l'heure, on est vraiment accompagné. Il y a la possibilité d'avoir un relais quand les choses sont un peu obscures, si je puis dire. Tout à fait. De notre point de vue, bien sûr. On ne veut pas que vous restiez bloqué sur un point qui vous prendrait du temps. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Donc, on est là pour aider. On prend bien évidemment toutes les questions. Il y avait une question tout à l'heure un peu pour Jean-Marc. Chez les, j'imagine, PS, certaines applis référencées n'ont pas forcément un bon retour. Par exemple, Livy, d'un point de vue éthique sur la pratique. Donc, je ne sais pas, c'est Michel, pardon, qui a posé la question. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision sur le sens de la question? Je pense la comprendre. Je vais laisser repréciser. Alors, si tu la comprends, vas-y, Jean-Marc, pardon. Pardon, excusez-moi. Je la comprends en tant que typiquement respect du parcours de soins, éthique professionnelle. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Bonjour. Ouais, alors. Effectivement, c'est un vrai questionnement pour nous et je vais remettre aujourd'hui ce qu'on fait en perspective du citoyen. C'est-à-dire que le référencement au catalogue de services de mon espace santé, c'est vraiment au prisme de l'usager et pas au prisme du professionnel de santé. Donc, on va vérifier toute la partie qualité, on va vérifier l'accessibilité à différents publics, etc. On va vérifier la bonne information du patient. L'objet du référencement n'est pas de vérifier l'éthique professionnelle. Et c'est précisément là-dessus que porte votre question. On se l'est posé entre nous. C'est pour ça que je l'ai compris tout de suite avant même que vous ayez eu besoin de l'expliquer. Ce sujet-là, on va le traiter au travers du décret d'application
de l'article 53 qui est passé dans le PLFSS, qui a été validé par le Conseil constitutionnel au moment des fêtes, parce que là, on est vraiment sur le volet professionnel, remboursement, et donc c'est pas l'objet du référencement du catalogue. Tout ça, c'est encadré par des textes juridiques, par un certain nombre de choses, donc c'était pas l'endroit où on pouvait traiter ça. Mais par contre, on l'a bien dans le collimateur, ce sujet, et donc il va bien traiter de cette façon-là, à ce moment-là, sur ce support-là. Alors moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris de quoi on parlait. Si on parle en fait notamment, Livy, certains l'ont utilisé, hein, ça permet d'accéder à de la téléconsultation quand on en a besoin, sans forcément être passé par son médecin traitant et sans forcément être dans le parcours de soins, etc., etc. Donc se pose à un moment une question de positionnement de la plateforme vis-à-vis du parcours et donc d'éthique, je dirais professionnelle, mais pas au sens de la qualité du diagnostic, pas au sens du service dispensé, c'est pas le sujet. C'est vraiment au sens de l'interaction avec l'organisation du soin. C'est bien ça dont on parle. Oui, non, mais ok, parce que je précise sous ton contrôle, Jean-Marc, que pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers de tout ça. Ouais, c'est très précis. Oui, les questions qui portent sur l'éthique, mais je parle sous ton contrôle, Jean-Marc, hein, les questions qui portent sur l'éthique dans le référencement d'une application Mon Espace Santé, ça va être des questions qui vont tourner autour de est-ce que le patient est bien capable de comprendre ce qu'on lui demande? Exactement. Il a compris. Est-ce que vous avez bien co-construit l'application avec un professionnel de santé? Quel est le CV du professionnel de santé? Enfin, voilà. Donc, ça va caractériser la façon dont a été conçue l'application vis-à-vis du citoyen. Mais en effet, ça ne concerne pas l'éthique générale de comment est-ce qu'une brique pourrait s'interposer dans un parcours, parce que là, ça dépasse le référencement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je suis d'accord. Non, mais c'est exactement ça. Le texte de loi, il permet pas de couvrir ça. Tout à fait. Qui concerne toutes les plateformes de téléconsultation, hein, mais qui va aussi concerner la télésurveillance, qui concerne tout. Et donc, ça, on le traite en lien avec l'assurance maladie. Parce qu'il y a la question du remboursement, je viens de le dire, qui se pose aussi. Et donc, on est plus dans ces textes-là de décrets d'application par rapport à des articles du PLFSS et donc à des mécanismes de financement en lien avec le respect du parcours de soins. Typiquement, il y avait la question des 20% aussi, donc, qui a été remis en question par le président de la République lors de ses vœux. C'est aussi on va dire, dans cette espèce de package professionnel. Merci, bonne journée. Est-ce que ça répond à la question? Oui, et du coup, on avait effectivement ces éléments-là, mais c'était plus pour le repréciser, parce que ça nous semble important. Les retours de santé ont déjà des réticences sur Mon Espace Santé au sens large. Si en plus on référence sur ce portail des applications qui, pour eux, font perdre du sens à leur pratique médicale, parce que pour eux, Livy, ça peut être une aide, mais ça dessert plus leurs patients qu'autre chose en termes d'accès au parcours de soins, en termes de qualité de la pertinence des délivrances, tout ce qui est de l'antibiothérapie, etc., où il y a beaucoup plus de délivrance d'antibio, et ça dessert un peu aussi la population, malheureusement. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez global. Hein. Non, mais c'est une super question. Je vous remercie de l'avoir posée. Et on pourrait y passer tout le webinaire. Donc là, pareil, Jean-Louis, sinon il ne va pas être content si je lui phagocyte le webinaire. Mais vas-y. Pour y répondre vraiment précisément, on est là dans des enjeux de santé publique. Et je partage, encore une fois, c'est le rôle de l'État de cadrer tout ça. Et c'est vrai que le catalogue, c'est de référencer les applications vis-à-vis du citoyen, en vérifiant des critères de sécurité, des critères d'éthique vis-à-vis du citoyen. Le catalogue n'a pas pour objet de traiter ce point-là précisément. Je vous dis encore une fois, c'est d'autres outils, mais par contre, l'État le traite de façon globale, ça on est certain. Parce que Jean-Marc, de toute façon, c'est une question qui se reposera dans la mise en œuvre du bouquet de services pour les professionnels. Oui, bien sûr. Et là, on est plutôt sur la phase bouquet de services professionnels de santé. Ce que je voudrais juste pas, c'est qu'on parle trop longuement comme ça en public d'une application dont on a… C'est pour ça que j'ai élargi à toutes les applications. Si tu veux, de Livy, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je préfère… Ça concerne tout le monde. Ça vaut pour Medavis aussi, qui est aussi référencé. Après, voilà. Oui, on est d'accord. C'est bien pour ça que j'ai élargi. C'est pour ça que j'ai élargi directement. Il n'y a pas de…
C'est Pas de ça. malentendu par rapport à ça. Juste un pour point conclure, global. Jean-Louis, et je rebondis dessus, effectivement, l'objet, c'est aussi le bouquet de services aux professionnels qui va arriver dans quelques mois, C'est qui ça. va viser, lui, à créer un catalogue, à référencer des apps professionnelles. Et donc, ce sujet, avec un appui juridique de décret, notamment sur la partie téléconsultation, on le traitera à ce moment-là. OK. Mais il est bien pris, ça c'est sûr. Et pour tout le monde, hein, encore une fois, je me permets d'insister. Et il est d'actualité. Et il est d'actualité. Même au niveau, c'est dire. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au sujet suivant et puis bien évidemment qu'on pourra en reposer à la fin. Donc, mon espace santé, c'est aussi évidemment une grosse préoccupation que de le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc, le mettre à disposition du plus grand nombre, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr faire qu'en termes d'ergonomie, il soit utilisable facilement. C'est bien sûr que de manière éthique, on l'a dit, les gens, quand ils se prononcent sur je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ils comprennent. Mais c'est aussi le fait que les personnes en France aient connaissance de mon espace santé. Et tout ça, ça se fait de plusieurs manières. Il y en a une qui a été de la publicité majeure sur les médias qui était très bien faite et qui a eu un impact fort. C'est aussi du discours vis-à-vis des professionnels de santé. Donc, on a à la manœuvre l'État, on a à la manœuvre la CNAM, on a à la manœuvre tous les acteurs. Et c'est aussi le fait d'aller faire des actions au plus près du citoyen. Et ça, c'est les ambassadeurs numériques. Et ça, c'est toi, Pascal, qui va nous expliquer comment, au niveau d'Occitanie, ça fonctionne. Ce qui serait intéressant, c'est que tu redises d'où ça part, qui tu es toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu mets en relais au niveau de la région. Ok, super. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, pour moi. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Donc, effectivement, merci Jean-Louis pour le lancement. Ça va faire écho à plusieurs choses, et notamment ce réseau des ambassadeurs et ambassadrices. C'est un dispositif assez inouï dans l'application et le lancement d'une politique publique en santé. Jean-Louis l'a rappelé, c'est un dispositif qui vise à créer de la proximité entre les usagers finaux, les citoyens et citoyennes françaises, et ce service public, cet outil numérique avec aujourd'hui 4 grandes fonctionnalités, une dernière en cours de déploiement qui est l'agenda. Donc, je vais vous dresser un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans ce réseau des ambassadeurs et des ambassadrices en région Occitanie, mais à savoir qu'il y a un réseau dans chaque région en France. Et juste pour introduire le propos, je trouve qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec tous ces critères qui ont été énoncés par Jean-Marc et aussi Nathalie sur l'EcoScore, qui est que pour que ce service public pénètre et se diffuse auprès de la population française et augmente en taux d'usage, on est déjà sur des très bons niveaux et c'est très encourageant sur le début. C'est plutôt une réussite. Il en va de cocher d'autres critères côté citoyen, et j'aime bien dire ça, c'est les critères de l'information, de la confiance, on en a parlé, et aussi des usages. Et donc, le réseau en fait, des ambassadeurs et ambassadrices, il vise à ça. Je sais que d'ailleurs qu'il y a des ambassadeurs aujourd'hui dans l'auditoire, et je m'en réjouis parce qu'on est un réseau assez dynamique en Occitanie. Et donc, je vais vous expliquer comment on porte ce service public au plus près des usagers. Et vous, entreprises offreurs de solutions numériques en santé, je pense que c'est pertinent que vous ayez cette information parce que vous êtes aussi des acteurs de cette aventure collective. Jean-Louis a parlé de la feuille de route 2023-2027. Notamment la concertation au CH de Carcassonne en février, le 9 février. Vous êtes conviés aussi. Donc, le rôle des ambassadeurs et des ambassadrices Mon Espace Santé, j'en ai parlé avec ces 3 critères, mais donc j'ai tendance à le résumer, c'est de porter l'information au plus proche des usagers sur tous les territoires. Jean-Marc a parlé des DROM aussi. Donc on est vraiment sur tout le territoire national. L'idée, c'est de porter donc ce service public, donc quelles sont ses fonctionnalités et quels vont être les usages concret et quotidien pour que ce service public numérique en santé devienne un réflexe pour la population française et on commence à avoir justement des usages de mois en mois, de jour en jour, et donc les réflexes commencent à arriver.
Dans un deuxième temps, une autre mission de ce réseau des ambassadeurs, hein, c'est de pouvoir accompagner, Jean-Marc en a parlé, donc dans un idéal d'égalité face au service public, une égalité d'accès. C'est un principe constitutionnel. Il en va aussi d'aller toucher des personnes qui peuvent avoir des problématiques d'accès, des freins ou des incompréhensions vis-à-vis du numérique. On parle de fractures numériques, notamment. L'INSEE nous donne ce chiffre, c'est 30% à peu près de la population française. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, le réseau vise à aller prioritairement, et non, c'est plus largement tous les citoyens, mais quand même en faisant un axe de l'inclusion numérique une priorité. On va voir comment on y vient très concrètement. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste par différentes actions qui sont déployées sur le territoire. Jean-Marc parlait de confiance, c'est un mot très important. Puisque pour faire beaucoup de terrain, on s'aperçoit au final que de plus en plus, après ces ateliers qu'on déploie dans les établissements de santé, dans les centres hospitaliers, dans les mairies, dans les collectivités territoriales, avec également la caisse primaire d'assurance maladie. Il y a Michael Pardon de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. On a mis en place des journées santé femmes où on parle de mon espace santé. On s'aperçoit que la confiance, voilà, elle se cultive aussi par ces actions de terrain et physiques qui sont vraiment complémentaires et importantes au-delà des campagnes médiatiques nationales que vous voyez toutes et tous. Il y a vraiment ce besoin de la population qu'on voit et donc on s'en réjouit puisque là je vais parler de l'Occitanie. Je crois qu'il y a des entreprises qui viennent ailleurs d'Occitanie, mais vous aurez les contacts des coordinateurs pour les autres régions. Donc on est à plus de 100 ambassadeurs, 110 à peu près, il doit en avoir même un peu plus. Depuis juin 2022, puisque je suis arrivé au grade en juin 2022 sur ce poste de coordinateur du réseau, on est à plus de 60 actions à peu près, qui représentent grosso modo 1600 personnes sensibilisées à ce SP, service public. Donc, on s'en réjouit. Jean-Louis en a parlé, on était sur Lot-Garonne était préfigurateur, puisque territoire pilote. Mais aujourd'hui, ce réseau, et c'est important de le dire, il va sur tous les territoires et finalement, il se ventile sur la ruralité également et les territoires périurbains. On avait une grosse concentration des ambassadeurs pour le coup en Occitanie, sur la Haute-Garonne et l'Hérault. Mais aujourd'hui, depuis qu'on déploie ces actions, on va dans des territoires un peu plus ruraux et il y a vraiment une demande qui est forte aussi de ce côté. Pour vous donner du concret, vous entreprises, vous porteurs de solutions numériques, dans ce réseau, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un réseau quand même, je tiens à le préciser, un réseau d'engagement citoyen, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont engagées bénévolement en parallèle de leur mission, souvent dans la sphère de la santé. Donc, on a des professionnels de santé, on a des établissements, on a quelques entreprises qui arrivent également et qui offrent des solutions numériques en santé. On a bien entendu les conseillers numériques France Service, les salariés des caisses primaires d'assurance maladie qui jouent un grand rôle ici en Occitanie. Michael a pris la parole tout à l'heure pour faire remonter, faire des remontées terrain aussi, c'est important. Donc voilà quelques illustrations en Occitanie. Je vais passer brièvement, mais on est sur énormément d'événements, plus de 60, je l'ai dit, qui visent à aller au contact des usagers, de répondre à leurs questions. Quand je suis arrivé en juin, on avait beaucoup de questions, par exemple, sur la gestion des données, la confiance numérique, typiquement, où sont hébergées mes données de santé, est-ce que c'est sécurisé? Donc voilà, on répond dans un espace de confiance en physique à ces questions qui sont importantes et on voit derrière des déclics qui se font. Donc, on continue. Le prochain rendez-vous auquel va participer le réseau des ambassadeurs et ambassadrices pour ceux qui pourront se déplacer, c'est bien entendu le Tour de France des régions qui fait étape en Occitanie le 9 février, on en a parlé. Voilà. Donc, dans ce réseau, quand on y rentre, typiquement, vous, entreprise, une personne, par exemple, des ressources humaines, parce que je vais y venir, vous avez en fait un intérêt, un enjeu à rentrer dans ce réseau, je vais vous en parler juste derrière. Vous êtes outillés, on travaille sur une plateforme souveraine, étatique, qui s'appelle Osmose, qui est accessible à toutes et à tous. Dedans, on y retrouve énormément de supports, et notamment un kit ambassadeur-ambassadrice, avec des supports en fait mis à disposition, prêts à l'emploi, des supports de formation, des supports aussi de présentation. Concrètement, demain, vous souhaitez faire une campagne d'affichage sur
sur les affichages publics dans l'entreprise destinés par exemple aux informations générales, vous avez voilà, une affiche A1, A2, A3 sur Mon Espace Santé qui va récapituler les grandes fonctionnalités. Des pas à pas détaillés aussi qui aident énormément toute la filière de l'inclusion numérique qui est très active aussi en Occitanie. Donc, les conseillers numériques France Service qui sont là pour accompagner les citoyens dans la prise en main des services publics numériques ont ces pas à pas détaillés. Et enfin, pour terminer, un agenda régional, une newsletter mensuelle et puis énormément d'événements sur lesquels voilà, je partage l'information et sur lesquels les ambassadeurs et les ambassadrices ont de l'information. En haut à droite, le QR code si jamais pour rentrer dans ce réseau, mais si jamais vous avez mes contacts aussi pour prendre un temps d'échange un peu plus long pour revenir dessus. Et donc là, pour vous parler, entreprise, participer à la promotion d'un service public d'intérêt général, j'ai nommé de cette façon parce que, comme on l'a dit, c'est une aventure collective. Et donc aujourd'hui, dans le réseau des ambassadeurs et ambassadrices, on a donc des startups qui nous rejoignent et donc qui déploient voilà, des actions de sensibilisation, de promotion et d'information. C'est déjà ça, sans aller dans l'accompagnement. Et donc voilà, je vous ai mis quelques exemples aujourd'hui qui ont été faits au national, qui peuvent voilà, s'imaginer en Occitanie avec grand plaisir. Je serai là pour vous outiller, pour vous accompagner. Donc, c'est la diffusion, par exemple, d'une plaquette de présentation, j'en parlais, en communication interne, via les Slack, via les Teams, via votre newsletter ou l'affichage. C'est également la possibilité d'accueillir et d'organiser, voilà, avec le concours du réseau, on est plus de 100, donc on a de la ressource, un temps de présentation en présentiel et ou distanciel, typiquement, là c'est une action qu'on est en train de réfléchir avec les services ressources humaines, voilà, qui peuvent être intéressés par ce genre de démarche. Et puis enfin, voilà, vous pouvez également diffuser tous les messages d'information qui sont prêts à l'emploi. Il y a aussi des vidéos voilà, très courtes qui reviennent sur les grandes fonctionnalités de Mon Espace Santé via vos communications externes. Et bien entendu, c'est valorisable à plusieurs égards. Ce matin, quand je montais la présentation, il y avait notamment cet article L4121-1 du Code du travail qui est une obligation de la part des employeurs. Je vous apprends sûrement rien, qui est celle de pouvoir, qui est de devoir communiquer sur la santé physique et mentale des travailleurs par notamment des actions d'information et de formation. Donc ça peut rentrer dans ce cadre-là, typiquement, à valoriser. C'est aussi on en parlait tout à l'heure de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Ça peut aussi rentrer plus globalement dans une stratégie RSE. Pourquoi? Parce que la norme ISO 26000 revient en fait sur les grandes lignes directives de ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises. Et on a une directive qui est consacré à la promotion de la santé au travail. Donc, ça fait écho directement. Et puis, enfin et surtout, c'est aussi l'occasion de rentrer dans un réseau d'acteurs régionaux en Occitanie qui est bien organisé, qui est bien actif, qui marche et la possibilité aussi de vous agréger à des temps forts en lien avec le numérique en santé qui vont vous intéresser. Jean-Marc a parlé des assises citoyennes et donc à venir, qui étaient passées, à venir, donc on aura bien entendu le tour des régions sur la feuille de route du numérique. Et pour terminer, j'en terminerai là. Je vous partage, puisque j'avais cru comprendre qu'il y avait des entreprises hors Occitanie, et tant mieux, les contacts de tous les coordinateurs et coordinatrices par région. Voilà, et donc vous avez mon contact du côté de l'Occitanie pour répondre un peu à ces questions et pour entrevoir une action ensemble, bien entendu qu'on valorisera également de nos côtés sur nos réseaux et sur un réseau, donc vous voyez en bas à droite, Ambassadeur MES, qui est le hashtag qui revient sur toutes les actions et qui est souvent republié au national aussi par la direction interministérielle du numérique en santé et la direction et la DNS et l'ANS, pardon. Voilà, je vous ai tout dit sur ce réseau qui vise, en 2 mots, à faire connaître ce service public et à le faire se diffuser auprès de la population française. Merci. Merci Pascal. Donc, ça, c'est une illustration concrète de comment c'est gérer la feuille de route, c'est-à-dire que, évidemment, structuration au niveau de l'État, mais le terrain de travail fait des remontées. Et là, on voit bien que c'est à partir d'une initiative d'un département français au moment du lancement que c'est généralisé et puis scaler cette démarche sur toute la France. Et ça, je trouve que c'est absolument génial parce qu'on sait que les outils numériques, ça, c'est vachement bien. On est tous d'accord.
mais pour un certain nombre, tu l'as dit, hein, c'est quand même des millions de personnes, c'est 15 millions hein, de l'électronisme. Et du coup, c'est compliqué d'aller se comprendre comment ça marche quelquefois. Et je trouve que là, ce réseau qui se démultiplie, c'est absolument génial. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ou des questions que vous auriez voulu aussi poser parce que vous n'avez pas eu le temps ou l'opportunité de les poser tout à l'heure avant que je passe la parole à Renaud? Alors, on va avancer, si vous voulez bien. Donc, du coup, on l'a dit, hein, il y a dans cette feuille de route du numérique en santé, il y a le national, il y a le régional, il y a les citoyens, il y a les startups, et puis il y a un acteur très important dans la région avec qui on a tissé des relations extrêmement serrées, qui est un relais descendant et remontant de l'État, bien sûr. Ça, c'est le GRAD, e-santé Occitanie. Et aujourd'hui, pour nous en parler, Renaud, c'est avec plaisir que je te cède la parole. Super, merci Jean-Louis. Oui, on l'a dit. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin de représenter le GRAD. En tout cas, le groupement e-santé Occitanie. Donc, et en tant que GRAD, en tant que groupement régional d'appui au développement de la e-santé. On l'a dit, il y a tous les interlocuteurs avec Jean-Marc, avec Nathalie au niveau du national. Et puis, en subsidiarité, il y a la partie accompagnement sur les différents territoires et départements. Et ce qu'on aime bien à dire, c'est qu'on accompagne l'ensemble des acteurs de l'écosystème de santé sur le dernier kilomètre aussi, parce que c'est aussi très important. Donc évidemment, si vous êtes tous autour de la table, c'est que vous connaissez l'ANS, vous connaissez la DNS et j'espère aussi le GRAD, mais il y a plein de structures qui peuvent être amenées à contacter le GRAD dans ce contexte-là. Et surtout des petites sociétés qui se montent, des gens qui ont des bonnes idées et qui ne savent pas obligatoirement comment ou vers qui s'orienter et en tout cas de participer à cet effort collectif en termes d'orientation et de faire monter en compétences et en connaissances sur l'ensemble du numérique en santé. C'est important. Jean-Marc l'a dit juste avant aussi, hein, il a présenté les actualités sur le référencement de Mon Espace Santé. Il y a plein d'informations sur le site internet du ministère, sur le site internet de l'ANS, mais de temps en temps, il faut faire connaître cette information-là et on est aussi en relais de tout ça. Concrètement, le GRAD, on intervient aussi sur des logiciels qui permettent l'échange et le partage de données, hein, c'est bien le cœur de cible, ou sur l'orientation et la coordination autour du patient. Et là où c'est un petit peu moins notre cœur de métier, c'est plutôt évidemment sur la partie infrastructure technique, outils de gestion administrative, voire outils connectés, où on préfère orienter les différentes structures vers d'autres acteurs qui sont bien plus compétents que nous. Et c'est aussi dans ce contexte-là où on arrive à faire le lien, d'être présent là aujourd'hui, et merci à Jean-Louis avec Digital 113, mais de faire le lien aussi évidemment avec les autres clusters et santé ou avec les pôles de compétitivité ou la région ou la DRETS, le cas échéant, parce que on a tout un écosystème très riche au niveau de la région qui peuvent accompagner les différentes structures que vous êtes. Très concrètement, côté GRAD, moi, je suis sollicité et je peux vous répondre aux différentes questions, évidemment, sur plein de demandes d'informations, connaître et d'être en relais des informations côté du national, des ressources disponibles dans le cadre de mon projet. Je suis tout petit, je veux savoir où trouver la bonne information et comment réussir à me structurer. Je suis tout petit et en matière d'urbanisation, c'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à mettre en place d'abord si je veux commencer à exister et à être présent dans les différents établissements, à développer ma solution? Et quand je parle d'urbanisation, c'est évidemment tous les services socles aujourd'hui sur lesquels, comme l'a dit Jean-Marc, en termes d'état plateforme, les différentes solutions doivent s'appuyer. Et puis, évidemment, aussi en écho à ce qu'a dit Nathalie, d'orienter vers convergence si après, sur la partie maturité, la structure souhaite passer un cap, de rentrer dans ce dispositif avec convergence. On a aussi un rôle d'orientation dans le mode descendant. Je suis une start-up, une structure qui développe une solution numérique et puis quel est l'établissement, que ce soit sanitaire, médico-social, vers qui je peux m'orienter pour essayer de faire tester ma solution. C'est des choses avec qui je peux, le GRAD peut faire de la mise en contact, ou aussi avec d'autres experts du numérique, parce que c'est aussi important, les pairs partent au pair et partagent, mais comme aujourd'hui, justement, les difficultés que j'ai rencontrées à interroger l'INS, à alimenter mon espace santé, et c'est plein de communautés qui peuvent exister. Et puis également,
de faire gagner en maturité sur la doctrine technique. On a plein de questions, et sur des questions très pointues sur la doctrine technique du numérique. Je voyais la semaine dernière, j'ai une sollicitation d'un acteur qui travaillait en établissement, qui a dit: j'ai une super idée, j'ai développé un produit avec l'école d'ingénieurs à côté de mon établissement. Maintenant que j'ai mon idée et que j'essaie de la mettre en place, je vais de quoi j'ai besoin. Et donc, du coup, d'aller dire peut-être un hébergement HDS si tu as de la donnée de santé, évidemment l'INS sur la partie identito-vigilance et la prise en charge du patient, etc. Et évidemment, de réorienter soit sur des sujets d'expertise potentiellement en interne ou vers le portail, sur lequel j'ai vu qu'il y avait eu la référence, que ce soit Genius ou sur le portail de l'ANS derrière. Donc, un relais de proximité pour l'ensemble des structures de la région Occitanie et, comme je le disais, donc, un accompagnement sur le dernier kilomètre. Et ça représente, sur l'année 2022, j'ai une trentaine de contacts potentiellement justement pour faire en sorte d'orienter, d'acculturer, parce que les petites structures, elles sont aussi en manque d'informations parce qu'elles ne connaissent pas, le grade, deux, le national aussi, et respecter tous ces critères pour exister par la suite. Donc voilà. Merci beaucoup, Renaud. Je voulais compléter ton propos en disant que c'était important parce qu'on voit bien que l'État, en tout cas sur le numérique en santé, fait tout pour que les acteurs, les industriels, puisque nous, on est des industriels, aient accès à de l'information facile. Donc, du coup, nous, quand on a des acteurs qui arrivent chez Digital 113 et qui nous arrivent avec des solutions et qui nous interrogent, on a tendance à leur dire, avant de vous lancer dans des développements très importants, vérifiez que ce que vous faites, ça va être conforme à ce qui est attendu, de manière à perdre du temps et évidemment de l'argent. Alors du coup, bien sûr, on l'a dit, là, aujourd'hui, on sait que si on veut parler EcoScore, on a l'adresse de Nathalie. Si on veut parler référencement, on a l'adresse de Jean-Marc. Mais plus globalement, si on veut avoir de l'information, on a le magnifique portail Genius, qui est vraiment très réactif. On a l'ANS, bien évidemment, qui fait un gros travail. Et évidemment, en région, et c'est normal, il y a des entreprises qui ont le réflexe régional parce qu'elles ne sont pas encore rentrées dans le circuit et elles n'ont pas l'ensemble de l'information du national. Et du coup, on est heureux de pouvoir collaborer justement avec le grade qui fait remonter l'information et puis qui fait redescendre. Et je précise aussi que c'est le grade qui t'accueille, Pascal, et donc du coup, ça donne corps à toute cette démarche nationale. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Après, je passe la parole à Grégoire, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de questions. C'est l'heure de la conclusion, Jean-Louis, alors. Et malheureusement, oui. Malheureusement, mais aussi peut-être heureusement pour ceux qui ont… Bien sûr, pour ceux qui vont aller déjeuner. Exactement. Je vais être très bref de toute façon. Je me présente parce que je ne suis pas encore intervenu. Grégoire Mercier, moi je suis cofondateur de CanopyMed et j'ai l'immense plaisir de co-animer cette factory avec Jean-Louis. Et donc, je vais faire, comme habituellement, une tentative de synthèse en quelques phrases de ce qui a été dit. Donc, c'est extrêmement difficile. Soyez indulgents. Moi, je retiens donc les 4 interventions extrêmement riches. Celle de Jean-Marc, d'abord, sur mon espace santé. Je retiens une citation, c'est un pari qui est en passe d'être gagné. Donc, il y a une dynamique qui est extrêmement positive. Du point de vue des entreprises que nous sommes ici, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un enjeu évidemment majeur. Si l'entreprise est concernée, c'est-à-dire si elle développe une solution utilisée par les patients et les citoyens, qui est le référencement sur le catalogue. Donc ça, c'est le message pour moi à garder en tant qu'entreprise. Ensuite, Nathalie, sur l'EcoScore, là, je retiens 2 messages exceptionnellement. J'ai l'impression que l'EcoScore, il a une vertu quand même intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une brique dans la démarche RSE de l'entreprise numérique quand même. Mais il y a aussi le fait que c'est un critère obligatoire de référencement dans mon espace santé. Donc, je dirais qu'il y a à la fois cette motivation intrinsèque et puis aussi extrinsèque. Référencement,
sans seuil, hein, c'est-à-dire que c'est finalement le principe de l'engagement à l'utiliser qui compte, si j'ai bien compris. Ensuite, Pascal, pour le réseau des ambassadeurs, finalement, leur rôle, c'est de créer de la confiance et de la proximité. Donc, c'est une contribution à la montée en puissance de mon espace santé. Et aussi un message, je pense, assez important pour les entreprises que nous sommes, c'est la possibilité d'être proactif, c'est-à-dire la possibilité de contribuer finalement à cette dynamique avec les différents outils qui ont été présentés par Pascal. Et puis, dernière intervention de Renaud, donc pour le grade, là aussi, citation facile à reprendre, c'est le dernier kilomètre, c'est-à-dire que c'est à la fois une boîte à outils, c'est aussi, ça peut être une porte d'entrée dans l'écosystème à l'échelle régionale pour les entreprises, et puis c'est aussi un endroit qui peut permettre d'aller récupérer facilement de l'information, et même, y compris peut-être d'engager des discussions sur la place de telle ou telle solution dans l'écosystème et dans la feuille de route nationale. Évidemment, je dirais autour ou au-dessus ou à côté de tout ça, il y a la feuille de route. Et là, vous savez, donc ça a été dit plusieurs fois, mais il y a une étape à Carcassonne pour l'Occitanie le 9 février. Et puis, la feuille de route est en concertation actuellement. Alors, je ne sais plus exactement jusqu'à quand, mais du coup, on peut contribuer à cette concertation. Et là, Ouais, ce sera mois de mars à peu près. Fin mars? Ok. Ouais, à peu près. Voilà, on souhaite aboutir en avril. Donc, allez-y, contribuez si vous le souhaitez. Et puis, je finis, avant de remercier tout le monde, par notre prochain rendez-vous pour la Factory e-santé, c'est le 16 février, vous l'avez noté, je pense, même horaire, et ce sera sur le Health Data Hub. Et puis, si vous allez sur la page Digital 113, vous aurez les prochaines. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, et donc il me reste à remercier les intervenants, Jean-Marc, Pascal, Nathalie et Renaud. Merci beaucoup. Je pense qu'on a de la chance d'avoir aujourd'hui ces 4 intervenants-là autour de la table. Évidemment, merci Jean-Louis pour le rôle pivot central dans l'organisation. Et puis, évidemment, merci à Digital 113, à l'équipe, Amélie, je vois qui est là, pour qui rend finalement ça possible, tout simplement. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous pour la prochaine. Je ne sais pas, Amélie, si tu veux dire un petit mot de conclusion. J'ai dit un mot d'introduction. Le mot de conclusion était parfait. Ah, ça marche. Voilà. Parfait. Bonne journée à tous. Super. Un grand merci pour l'orga et merci pour les participants et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. À Merci, bientôt. bonne journée.